Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Unpopular Opinion et je suis accompagné. Du corbeau. Petit disclaimer avant de commencer, c'est que là en fait on va vous parler uniquement des choses en fait qui nous énervent. Ça veut pas dire forcément qu'on est d'accord avec ce que moi je vais dire ou ce que le corbeau va dire. Et ce sont nos pensées qui sont aussi dues avec nos expériences dans ce domaine-là. Voilà, on va commencer. Alors je commence le premier car je suis jolie. Voilà. Alors, tu as tout à fait le droit de proposer des services payants, je ne vois aucun inconvénient, mais par contre, genre le fait de vendre la magie, un petit peu comme il y avait eu avec les kits de Sephora qui vendaient justement une petite boîte en mode kit sorcière avec un petit peu de sauge, des petits cristaux. Des huiles essentielles. En fait, il y a une différence entre la magie que te propose en échange d'argent une sorcière comme ça, et une entreprise comme Sephora, qui est une énorme marque. Que ce petit kit-là, il réduisait vraiment la pratique sorcière en fait, en mode sauge pour la purification, la guérison, des petits cristaux, comme si toutes les sorcières allaient utiliser de la sauge, des cristaux. Genre en fait, ils ont pris vraiment l'image basique qu'on va retrouver sur les réseaux pour pouvoir ensuite le vendre en fait, parce que c'était à la mode, c'est vendeur, je sais pas quoi. Un truc tout mignon, vous voyez, alors que pourtant les pratiques, il y a autant de pratiques qu'il y a de sorcières, donc cela ne convient pas. Le truc s'appelait le Sephora Beginner Witch Kit, donc le kit pour les débutants. Parce que comme tout le monde le sait, tous les débutants ont besoin d'un bâton de sauge, d'un quartz rose et de 10 huiles essentielles. Et d'un jeu de tarot. Non. Voilà, du coup, ça m'énerve, la magie ne se vend pas, je suis désolé. C'est le capitalisme. Dire à ses amis de prendre telle ou telle huile essentielle et de mettre en infusion telle ou telle herbe. Karen, tu n'es pas médecin. Il faut avoir une formation et un certain diplôme pour ça. Ça peut être extrêmement dangereux en fait sur certaines personnes comme des femmes enceintes, des enfants ou des personnes qui suivent un traitement médical, que ce soit avec des plantes, on va dire ouais c'est génial sur conseil et tout comme l'armoise ou le millepertuis, c'est extrêmement dangereux, donc arrête si t'es pas sûr de ce que tu dis ou si tu l'as juste trouvé dans un article Facebook ou n'importe où sur internet, de donner comme conseil à tes amis de prendre telle huile essentielle ou telle huile essentielle, de s'en mettre sur les tempes. Pourquoi? Parce que ça peut être très dangereux, voire mortel. Donc Karen... Tais-toi, petite pétasse. Tu n'es pas médecin. Alors il y en a beaucoup. Ce ne sont pas des Pokémon. Voilà, enfin je veux dire, c'est très bien d'avoir des liens avec plusieurs divinités, c'est très bien parce que moi-même j'en ai plusieurs, mais il y a des personnes en fait, ils font pas vraiment la recherche nécessaire pour ces divinités-là. Enfin par exemple, il y en a qui cherchent à avoir le même lien avec plusieurs divinités, et ça c'est, je suis désolé mais pour moi c'est très difficile. Déjà que tu aies un lien très très fort avec une divinité, ben justement ça c'est très bien. Après que tu arrives à avoir un deuxième lien très très fort avec une deuxième divinité, c'est encore bien. Après, tu peux aller encore à 3 4 mais après, plus. Après, peut-être qu'il y a des personnes à qui ça va convenir très bien, mais par exemple, pour les débutants ou quoi, enfin, je vous conseille pas. Je veux dire, vraiment, après, les divinités, regardez vraiment ce dont vous avez vraiment besoin, laquelle divinité vous ressemble le plus, laquelle vous avez besoin le plus en ce moment. Mais évidemment, il faut développer un lien avec cette divinité-là. J'aimerais rajouter que certaines divinités ne sont que de passage dans nos vies, donc ça sert à rien de vouloir les collectionner comme si c'était des Pokémon. C'est pas gratifiant ou valorisant d'avoir une vingtaine de divinités à son panthéon personnel. Non, certaines divinités en plus peuvent être jalouses et ne pas aimer travailler avec d'autres divinités, ou que toi tu travailles avec d'autres divinités, donc non. Tu commences un travail avec une divinité, concentre-toi sur elle, donne-lui ton temps, ton attention, mais ne le dilapide pas avec une quinzaine de divinités différentes. Voilà, parce que surtout que si t'as beaucoup de divinités, dis-toi que la dévotion envers eux va avoir un sacré coût. Parce que du coup, à une divinité, ça lui faut du temps, il lui faut quand même de la dévotion, donc Beaucoup d'énergie. d'énergie, il faut des offrandes, il faut avoir aussi des occasions de pouvoir travailler avec elle, de la remercier. T'imagines
tout ça, comme ça, t'imagines si t'en as 20, enfin, après, si tu arrives, c'est très bien. Mais après, de toute façon, tu vas le sentir, je veux dire, même les divinités, enfin, ils vont se manifester, tu vois. Donc, les divinités, ça se collectionne pas. D'ailleurs, après, il y a un petit problème qui encourage le fait de, entre guillemets, avoir plusieurs divinités comme ça. Il y a souvent dans des livres comme ça qui vont dire, voilà, par exemple, pour l'amour, hop, Aphrodite, hop, puis pour le bannissement, hop, Hécate, pour la guerre, Arès, etc. Et du coup, ça fait que, pas forcément que ces livres sont mauvais, mais c'est juste que du coup, ça vous encourage, par exemple, à hop, on va utiliser Aphrodite, après on va utiliser Arès, après on va utiliser Hécate, après on va utiliser, imaginons, je sais pas, pour la divination, hop, Freya, etc. Vous voyez? Alors que, par exemple, il y a des divinités qui ont plusieurs attributs, et du coup, en fait, t'as pas vraiment besoin d'avoir des autres. Par exemple, Freya qui est une déesse, imaginons, donc, de la guerre, de la magie, de la sexualité, de la beauté. Donc, voilà, dans ces cas-là. Elle peut t'aider dans tous ces Voilà, domaines. elle peut t'aider absolument dans tous ces domaines-là, tu vois. Du coup, ça sert à quoi d'avoir des centaines de divinités comme ça? Donc bon, après, du coup, faites attention avec les livres qui vous disent utilisez ci, utilisez ça, utilisez ci, ça. Franchement, moi, je sais que j'ai remplacé beaucoup de divinités par ceux qui étaient avec moi. Et ça a très bien fonctionné parce que justement, si tu travailles avec une divinité avec qui tu n'as jamais travaillé, avec qui tu n'as jamais de lien, ça a très peu de chances de fonctionner. Quelque chose que j'ai pu constater récemment, ce n'est pas parce que tu pratiques la magie, la divination ou quoi, que chacun de tes ressentis est une prémonition. Les phobies d'impulsion, l'instinct, les impressions de déjà vu et le sens de l'orientation ne sont pas en fait un signe d'avoir des dons divinatoires extraordinairement élevés ou quoi. C'est tout à fait normal de ressentir ça et ça peut devenir très vite anxiogène quand tu te demandes constamment est-ce que c'est moi ou alors est-ce que c'est un message du monde des esprits. Non, parfois c'est juste ton instinct et c'est cool aussi. Et t'as pas besoin, pour te valoriser encore une fois, tout comme le fait de collectionner plein de divinités, de te dire que chacun de tes ressentis, chacun de tes instincts par rapport à une personne, une situation ou un lieu est une manifestation de tes dons médiumniques, si je puis dire. C'est normal d'avoir des phobies d'impulsion, c'est normal d'avoir un sens d'orientation, c'est normal d'avoir un instinct et des impressions de déjà vu. En fait, il va y avoir une personne qui va, donc sur les réseaux, quoi que ce soit, qui va, je sais pas, du coup raconter qu'elle a un lien très particulier avec la déesse Hécate et que du coup elle travaille avec, etc. Et donc ça peut être des personnes influentes ou pas, hein. Et après, c'est que c'est souvent sur les réseaux, il y a tout le monde qui va suivre en fait. Après, d'un coup, tout le monde va dire ah ouais, Hécate, ceci, Hécate, ça. Et là, d'un coup, il y aura partout Hécate qui va être partout comme ça. Tout le monde va dire je suis dévot d'Hécate alors qu'il y a 2 semaines il la connaissait pas forcément et ça c'est pour suivre cette mode en fait. Et la dévotion c'est quelque chose d'extrêmement personnel, tu dois pas suivre de mode en fait, tu dois aller selon ton cœur et c'est pas parce que ton sens, enfin ton besoin de validation auprès des autres êtres humains te dit ouais tout le monde va là-bas alors vas-y qu'il faut le faire aussi. Pendant un temps, c'était Hécate qui était très à la mode, puis après c'était la Santissima Muerte, puis sur Tumblr récemment c'était Sainte Martha qui était très à la mode. Tout le monde s'est mis à prier Sainte Martha. Ne vous laissez pas influencer comme ça par les autres, je veux dire. C'est pas parce que cette personne-là, imaginons qui est très connue, va travailler avec je sais pas qui, que forcément vous devez aller vers cette divinité. Après, je dis pas, genre, ça peut être bien, on peut découvrir du coup des divinités de différentes cultures, etc. Ça peut être très enrichissant. Mais après, ne vous laissez pas influencer en mode ah, du coup, si d'un coup tout le monde commence à vénérer Hécate, c'est que oh, il faut vénérer Hécate, tu vois. Genre, non, faut savoir rester authentique quand même. Hein. C'est vraiment des modes qui vont et qui viennent et ça peut être un frein à ta véritable avancée dans ta pratique. Sérieusement, non. Arrêtez de penser satanisme à chaque fois que il est fait mention de force démoniaque. Le satanisme théiste, parce qu'il y a plusieurs formes de satanisme. Quand on parle de satanisme aujourd'hui, on parle du satanisme d'Anton LaVey, qui est un mouvement athéiste, du coup, qui ne croit en rien, qui est sans Dieu. C'est une philosophie, un mode de pensée, un art de vivre, ce satanisme-là. Les satanismes lavéens ne croient pas vraiment en Satan. Ils utilisent l'archétype de Satan comme symbole de liberté, de rébellion, yada yada yada. Et il y a bien évidemment des satanistes et des satanismes aussi théistes qui vont vénérer Satan comme une divinité ou travailler avec lui comme un esprit dans leur magie, leur culte ou quoi. Mais c'est très minoritaire et ces pratiques magiques
et cultes n'ont pas le monopole de la pratique de la magie ou quoi avec des démons. Ça m'énerve vraiment parce qu'il y a vraiment des tonnes de pratiques antérieures à la création du satanisme d'Anton LaVey qui après il y a eu des sous-branches de satanisme théiste, etc., comme l'église de Seth, l'église de Lucifer, Coven de la sorcière d'Andorre ou des choses comme ça. C'est des exemples, hein. Des pratiques bien antérieures à ça de magie avec des démons. Il y a qu'à voir dans les différentes versions des clavicules de Salomon, des différents rabbins ou quoi, dans les plus vieilles hautes magies, dans la petite clé de Salomon, on travaille avec des démons et pourtant ce ne sont pas des choses satanistes, sataniques ou quoi. Et d'ailleurs, travail avec les démons ne veut pas forcément dire association avec Satan, parce qu'il est temps d'arrêter avec ça. La majorité des pratiques magiques invoquant des démons, en fait, ont pour but de contraindre le démon, de le contrôler avec les pouvoirs de Dieu et de ses anges. On ne va pas appeler Satan, ou en tout cas pas dans le plus gros de ce que j'ai vu. C'est extrêmement minoritaire de faire appel à Lucifer ou Satan ou des grands rois démoniaques ou quoi pour en contrôler d'autres. Qui m'énerve. Je suis très fâchée. Je pense que nous deux et bien d'autres personnes, on est vraiment ravis, vraiment ça nous fait vraiment plaisir de répondre à vos questions quand vous en avez, etc. Ça nous fait vraiment plaisir, hein, j'aime beaucoup. Mais parfois il y a des questions, je me dis mais attends, enfin tu pourrais faire la recherche sur internet, tu vois ce que je veux dire? Donc s'il vous plaît, faites des efforts. Je trouve que certaines de ces informations sont assez basiques et c'est pas des informations super profondes, philosophiques, cachées ou quoi. C'est des choses que tu peux trouver vraiment en 2 clics et on n'est pas des moteurs de recherche Google. Alors peut-être que vous pensez qu'on a plus de crédit que Internet parce qu'on a une certaine expérience magique que d'ailleurs vous ne connaissez pas, soit dit en passant. Hein. Pensez peut-être qu'on a plus de crédit et tout, mais faut pas nous demander à chaque fois que vous avez un doute. Faites des efforts, faites vos propres recherches, faites vos propres expérimentations. Ne nous demandez pas constamment à chaque fois que vous avez besoin de connaître un sens étymologique. Plus de ça, l'effort de rechercher l'information, etc. C'est une étape importante en fait dans votre évolution pour votre pratique, etc. Genre c'est vraiment important de faire les efforts soi-même, de rechercher soi-même l'information que l'on va trouver. Après c'est sûr que si jamais c'est des choses qui demandent de l'expérience ou quoi, ben là oui vous pouvez demander à des personnes ou quoi. Mais si c'est des informations que vous pouvez directement trouver dans des livres, sur internet ou quoi, on a des questions sur des sujets qu'on a déjà fait en vidéo, ben du coup allez directement regarder notre vidéo, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus précis parce que, enfin votre question, imaginez bien que, imaginons, je sais pas, vous me dites ça à 8h le matin, je vais pas être aussi précis et clair que dans ma vidéo que j'avais postée parce que justement, je me consacre sur ce sujet-là exprès pour être clair, etc. Donc allez directement regarder des vidéos ou alors, je sais pas, des blogs ou quoi, mais la recherche est importante, alors il faut faire l'effort. Encore une fois, on est très heureux de pouvoir répondre à vos questions, hein, mais c'est juste mais on n'est pas Google. Voilà. 2019. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Je veux bien que ce soit l'information de base qu'on te présente quand tu commences dans la pratique magique ou quoi, dans la communauté sorcière, mais il serait temps d'arrêter de répandre cette idée. Pour rappel, si j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Même moi. Le concept de magie noire / magie blanche, ça vient de la Grèce antique, du coup on considérait qu'il y avait 2 formes de pratiques magiques. La goétie, la magie négative qui fait appel à des forces chtoniennes, ça veut dire du monde souterrain, des enfers, blablabla, qui servait à faire du mal, du coup, la goétie. Et l'utilisation positive de la magie pour les récoltes, la richesse, la santé, etc., qui faisait appel à des puissances célestes, du coup, comme Zeus, Hécate, etc., que l'on appelle la théurgie. Ces 2 aspects de la magie qui étant bien départagés et bientôt légiférés dans la Rome antique, ont donné naissance à ce concept très binaire que l'on a aujourd'hui de la magie noire et de la magie blanche. Mais je suis désolé, on le sait aujourd'hui, la magie, tout comme l'identité de genre, est un spectre très large. Et on connaît l'objectivité des choses. Tu peux faire le mal avec le bien, tu peux faire le bien avec le mal. Et encore, qu'est-ce que c'est le bien et le mal? Tout est relatif. Oui, c'est ce que j'allais dire après. Tout est extrêmement relatif. Chaque action a des conséquences à la fois positives et négatives pour les choses autour de nous. Et on ne les voit pas forcément tout de suite parce que ces conséquences peuvent mettre très longtemps avant de se manifester. Mais c'est vrai, il y a des pratiques magiques qui sont destinées, en tout cas des rituels, des sorts ou quoi, qui sont destinés à ne faire que le mal, entre guillemets, en tout cas blesser, apporter le négatif, et des rituels qui ne sont destinés qu'à apporter le positif, à guérir, à soulever, à protéger. Oui, dans ce cas-là, tu peux faire la distinction entre une magie qui ne fait que du bien et une magie qui ne fait que du mal, et tu ne peux pas mettre dans ces 2 cases la totalité
pratiques magiques qui existent, parce qu'encore une fois c'est un spectre extrêmement large. Ça me fait penser à ce que disait Marie Sibley dans Salem. Rien n'est noir ou blanc comme la robe d'un puritain, tout est nuance de gris, et le diable que je connais n'est pas celui qui les effraie. Un petit peu comme tout à l'heure, il suffit en fait de faire les recherches pour s'apercevoir en fait que non, ce n'est pas inaccessible, non, ce n'est pas fermé ou je sais pas quoi. Genre, si tu fais les recherches toi-même, bah, tu pourras bien voir. J'aimerais rajouter, c'est vrai, parfois il y a des recherches qui sont difficiles à faire, elles Ouais. sont très longues à mener ces recherches. On le sait nous-mêmes, c'est long et ça peut être très chiant, mais crois-moi, ça en vaut la peine une fois que tu as trouvé les réponses à tes questions. Ça en vaut vraiment la peine. Non, tout n'est pas fermé et occulte ou quoi. Et tu prends le temps de faire des recherches, tu fais l'effort. Et encore, l'effort, je veux dire, te poser devant ton ordinateur ou trouver dans des bibliographies les livres conseillés ou quoi. Tu peux utiliser la connexion internet avec laquelle tu nous regardes pour faire tes recherches. Nous, c'est comme ça qu'on le fait. On est tombé sur d'excellents sites qui, ok, n'étaient pas sur la page numéro 1 de Google quand on a tapé l'objet de notre recherche dans la barre de recherche. C'est pas toujours facile, mais encore une fois, c'est un effort à faire si tu veux avoir une information. Rien n'est spécialement occulte, caché, réservé à une élite ou quoi. Il y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Toxique découlant de certaines branches du New Age qui est, je pense pouvoir dire sans exagérer, un véritable fléau dans la communauté spirituelle et sorcière. La positivité toxique, tu sais, ces posts de loi d'attraction ou je sais pas quoi, qui vont te dire « Souris, la vie est belle, tout est beau, il y a de la lumière partout, les archanges te protègent, blablabla, la déesse elle t'aime, tout va bien dans ta vie, il faut arrêter de regarder les négatifs. » Non, non, je suis désolé. Essayer de rester là-dedans, c'est mauvais. Parce que ça te fait nier tes sentiments. Si tu ne te sens pas bien, tu as le droit de te sentir pas bien. Et si tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a une raison. Et tu as une raison de te sentir mal si tu te sens mal. Et nier ces sentiments, les refouler, les garder en soi et arborer tout le temps un sourire et dire « Wouh, tout est beau, tout est magnifique, je suis connecté à la lumière divine » ou je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est extrêmement mauvais. Si tu veux faire passer ça, il faut affronter tes douleurs pour les comprendre et les laisser passer en toi. Il faut les exprimer surtout. Surtout qu'il n'y a pas de mal, justement, à être... à avoir mal. À avoir mal, tout simplement, je veux dire. Enfin, il y a beaucoup cette image en mode, faut toujours rester joyeux, toujours bien, que ça va affecter votre pratique ou quoi. Déjà, de un, oui, ça va affecter votre pratique, mais c'est pas grave, genre, c'est pas pour toujours. Je veux dire, ça va évoluer, ça va changer. Les plus grosses évolutions, elles se sont faites dans la douleur, hein, je suis désolé, et c'était en les affrontant, c'était pas en me disant ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et les gens qui disent aux gens qui vont pas bien, non mais tout va bien, souris. Tu as raison, mes problèmes sont réglés. Ouh. Quand tu dis ça à une personne qui ne va pas bien, c'est que clairement tu ne l'écoutes pas, t'es pas connecté à elle, tu ne la comprends pas, et tu lui fais plus de mal que de bien en fait, parce que c'est la solitude, genre que quelqu'un te dise tout va bien alors que tu vas pas bien. Et ouais, on parlait du coup d'exprimer ses sentiments, c'est important. À un certain point de douleur, il est possible que tu aies envie de te faire du mal, il y a d'autres moyens d'exprimer tes sentiments, crois-moi. Pour en venir à la positivité toxique, tu n'as pas besoin de voir tout le temps la vie en rose avec des lumières ou quoi et de te dire tout va constamment bien. Bien au contraire, affronte ce qui te fait mal. C'est que comme ça que tu pourras comprendre pourquoi ça te fait mal, l'accepter et move on. La positivité toxique, genre ça me... Parce qu'il y a encore une fois plusieurs nuances, il y a plusieurs différences, parce qu'il y a entre donc faire tomber quelqu'un amoureux de toi, c'est du viol psychique, voilà, ou alors attirer l'amour à soi, ce qui est complètement différent, surtout que quand tu attires l'amour à toi, où est le mal là-dedans? Toi, il n'y a pas vraiment de mal. Après, ça peut, parce que justement après tu peux avoir peut-être trop de personnes autour de toi qui vont t'aimer, ça peut être vraiment la merde, oui, enfin, c'est du vécu peut-être, je ne sais pas, je ne vous dis pas. Il y a une différence entre manipuler quelqu'un pour le mettre dans ton lit et attirer des énergies d'amour dans ta vie. Donc non, la magie d'amour n'est pas forcément mauvaise. Surtout qu'on parle d'amour, on parle souvent justement que le couple en fait, mais il n'y a pas que ça en amour. Hein. Tu peux avoir tout simplement genre l'amour par exemple que tu as avec la famille, donc l'amour platonique, tu peux avoir tout simplement l'amitié aussi. Enfin, il y a plusieurs formes de magie comme ça. La magie d'amour, il y a plein de nuances comme ça qui peuvent aussi rejoindre du coup la sexualité.
n'hésitez pas à voir une vidéo, j'ai fait ça. Ce n'est pas forcément mauvais, hein. Après, tout est relatif. Hein. Ah, tout ce que je dis, c'est que tant que tu manipules personne, c'est bon. Les divinatoires sont de merveilleux outils pour comprendre et voir sous de nouvelles perspectives ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a autour de nous et ce qui peut potentiellement arriver. Anticiper l'avenir au lieu de lire l'avenir comme je vois trop souvent et ça m'énerve. Mais accorder une confiance aveugle à ton tarot, à tes runes ou ton pendule ou quoi, c'est mauvais. À chaque fois que tu as un doute, tu ne sais pas ce qui va se passer clairement parce que personne ne sait jamais ce qui va se passer demain, en tout cas pas concrètement, pas à 100%. À chaque fois que tu as un doute sur ça, que tu vas demander à tes cartes, c'est mauvais. Genre, avoir peur de voir la maison Dieu popper dans tes tirages, ou le pendu, ou le 3 d'épée ou quoi, à en faire des crises d'angoisse, c'est extrêmement mauvais. La divination, tout comme la magie, est un appui pour notre vie quotidienne, pour nous aider clairement, et ça doit beaucoup plus être appréhendé sous un aspect psychologique que sous un aspect pleinement je vois l'avenir, je veux savoir ce qui va se passer, je veux tout anticiper pour qu'il m'arrive rien de mal et tout, et de toute façon tu ne pourras jamais éviter la douleur et les obstacles. Il faut pas que ça devienne anxiogène constamment, je veux savoir, faire 300 tirages pour la même situation dans le mois, parce que ça te porte souci, je suis désolé. Surtout qu'en plus de ça, le fait d'être comme ça va aussi fausser tout simplement tes tirages. Genre tes outils, après, ça va les fausser, parce que du coup, imaginons si tu veux pas qu'il y ait le mal ou quoi, parfois, du coup, tu vas tellement fausser, imaginons que tu ne veux tellement pas avoir, je sais pas, la tour, bah du coup, tu n'auras jamais la tour dans tes tirages. Parce que tu ne veux pas qu'elle y soit. Du coup, ça fait que tu vas complètement fausser ton tirage, tu vois. Ou alors tu l'auras beaucoup parce que ton tarot veut te faire comprendre un truc. Ouais, voilà, aussi. Hein. Après, tes outils, ils vont aussi te dire, bon, hein, oh. Des personnes qui vont débuter du coup en magie, en sorcellerie, etc. Et donc, d'ailleurs, la plupart du temps, ils achètent un stuff, mais en général, ils achètent tout. Ouais, ils achètent les plantes, les pierres, les objets, tout ça. Et puis après, en fait, te dit qu'ils voient que la magie ne fonctionne pas, ils abandonnent direct. Là, ben, il faut être clair avec soi-même, en fait. Déjà, avant tout, pourquoi est-ce que tu veux pratiquer? Il faut se poser vraiment les questions de pourquoi est-ce qu'on veut devenir une sorcière, pourquoi est-ce qu'on veut pratiquer la magie. Ben, tous les deux, on a fait déjà des vidéos sur ça. Mais avant tout, il faut être clair avec soi-même. Et ensuite, bah, il faut être patient. Je veux dire, genre, chacun son rythme. Hein. Si ça se trouve, genre, tes sorts, ils n'ont pas fonctionné de suite parce que tu n'avais pas besoin maintenant, tu vois. Enfin, il y a tellement de cas. Mais aussi, j'ai envie de rajouter, la magie, ça met du temps à se mettre en place. Surtout quand tu débutes, tu vas pas manifester dans la réalité l'objet de tes désirs en une semaine. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Enfin, c'est possible, mais ça m'étonnerait beaucoup. Abandonne pas tout de suite parce que tu ne vois pas de résultats dans l'immédiat. Tu vas pas abandonner de faire du jardinage parce que en 2 semaines, il n'y a rien encore qui sort de la terre. Peut-être compris si tu regardes mes vidéos, je n'aime pas beaucoup les TERF, en tout cas leur idéologie. Si tu ne le sais pas, TERF, ça stand for Trans Exclusionarist Radical Feminist. Donc les féministes radicales qui excluent les personnes trans. Et en général, ces personnes, enfin dans la communauté sorcière que j'ai pu beaucoup voir sur Tumblr, les TERF dans la communauté sorcière, pensent que ta magie vient forcément de ton vagin. Ce qui exclut forcément les femmes trans pré-opération et même post-opération, puisque les femmes trans post-opération n'ont pas leurs règles, puisqu'elles pensent aussi que ta magie vient de tes règles. En fait, c'est un concept ça nie complètement la théorie de genre, c'est transphobe, et ça réserve l'usage de la magie aux femmes cisgenres. Et du coup, elles veulent exclure beaucoup de gens, et le problème des mouvements TERF, c'est que ça tombe très souvent dans la misandrie. En tout cas, je n'ai jamais vu de TERF pas misandre. Peut-être que j'en ai vu, mais je le sais pas, hein, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais... Et non, je suis désolé. Ta capacité à pratiquer la magie ne vient pas forcément du fait que tu aies des organes, un vagin, un utérus, des ovaires, etc. Ta capacité à pratiquer la magie ne vient pas non plus du fait que tu puisses avoir des règles ou non, pas plus que ça vient de ta couleur de peau, du fait que tu sois handicapé ou neuroatypique, ou ton orientation sexuelle, ou quoi. Ça vient pas de là. Franchement, je dis, le seul critère pour pratiquer la magie, c'est d'être un être humain, de pouvoir comprendre ce que c'est la magie. Il y a un très puissant symbolisme et une très puissante magie
à l'organe de reproduction des femmes cisgenres, donc l'utérus, le vagin, etc. Mais c'est pareil pour le phallus. Ne l'oubliez pas, il est là lui Genre, aussi. La magie, ça suit les lois de l'univers, et l'univers, c'est l'équilibre, je suis désolé. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre, donc non, la magie n'est pas réservée pour les personnes avec un vagin qui se considèrent comme femmes. L'identité de genre est un spectre, en fait. Moi, je dis, la magie, c'est quelque chose qu'on a dans l'âme, pas dans l'anatomie. Ton anatomie peut t'aider dans ta magie, on l'a déjà fait, on le sait. Ça fait pas tout, je suis désolé. Et oui, ton sexe, c'est une partie de ton identité, mais personnellement, j'accorde plus d'importance au genre. C'est franchement très mauvais pour la com des sorcières qui est ce genre de personnes qui veuillent exclure les hommes cisgenres, les personnes trans et non-binaires. C'est misandre et transphobe, je suis désolé. Je suis fâché. Ça réduit tout et ça nie une partie de l'histoire de la sorcellerie, mais bref, là je m'emporte. C'est très bien, hein, voilà, il y a beaucoup de bonnes choses dessus, Ah bon? mais il y a surtout aussi beaucoup de... En fait, c'est un fourre-tout. Dans un fourre-tout, toi, tu peux trouver des choses très bien, des choses intéressantes, des choses utiles. Il y a beaucoup d'exceptions, hein, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de mythos, il y a beaucoup de charlatans. Et puis surtout, en plus, que la plupart des groupes, je dis pas tous, hein, il y a des exceptions, mais la plupart des groupes, c'est juste un fourre-tout et c'est tellement de la bêtise. Genre, la plupart du temps, en plus, du coup, il n'y a pas que des personnes qui pratiquent, il y a aussi du coup des personnes qui ne pratiquent pas, etc., qui vont raconter des choses dessus. Enfin, franchement... Personnellement, hein, Facebook ne m'a jamais aidé sur quoi que ce soit, genre en gros pour ma pratique, tu vois, genre... Ouais, ce que j'allais dire, ça, j'ai jamais rien appris qui de bien sur Facebook, je suis désolé. Ça m'a aidé à connaître des gens qui m'ont aidé dans ma pratique. Oui, mais ce n'était pas les groupes de magie ou les conversations. Autant vous pouvez trouver des choses bien sur Facebook, autant franchement méfiez-vous de ça. Enfin, je sais que personnellement, j'ai jamais trouvé des trucs pertinents ou intéressants. Du moins dans les groupes sorcières, dans les groupes magie ou quoi, je veux dire franchement, c'est pas top, hein. Karen, l'alcool ne va pas nécessairement baisser tes vibrations. En fait, déjà, cette notion de vibration. Les vibrations, c'est tes émotions. Quand tu te sens bien, que tu es heureux, que tu ressens de la gratitude ou quoi, tes vibrations sont très élevées. Quand tu es dans cet état où tu ne sens rien, où tu es un légume, ou que tu es triste ou quoi, tes vibrations sont très basses. Si l'alcool et les substances rigolotes te font sentir heureux, elles élèvent tes vibrations. L'histoire des pratiques magiques. Depuis toujours, on consomme des substances qui vont nous faire accéder au monde onirique, aux dimensions invisibles, pour nous aider dans notre magie, que ce soit les chamans qui prenaient des champignons, de la bœuf ou quoi, ou certains cactus, ou que ce soit les sorcières avec leur onguent de vol, sur les balais qu'elles se mettaient dans les vagins, entre autres, pour sortir de leur corps. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec l'alcool mêlé à ma magie. J'ai encore jamais essayé de substances spécialement rigolotes pour la magie, mais... Après, faites attention. Attention. Hein. Ah oui, faites attention, hein, après. Hein. L'alcool, modération. Ouais. Pas d'hydratation, hydratation, mais quand même, c'est bien d'être hydraté. L'alcool n'est pas de l'eau, hein, donc attention. L'alcool n'est pas de l'eau. Faites attention à ce que vous fumez, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, de toute façon, à tout ce que vous consommez. Mais personnellement, un petit verre de martini ou de rosé ou quoi, avant un rituel pour me faire un petit peu tourner la tête et accéder plus facilement à ce genre de monde, ça ne m'a jamais handicapé, donc non. Encore une fois, c'est aussi du cas par cas, mais de mon expérience, l'alcool n'a jamais été un frein à la pratique magique, bien au contraire, et même pour les pratiquants d'autrefois de magie et de spiritualité non monothéiste, a été des aides en fait, ces substances psychotropes, même si on ne considère pas l'alcool comme un psychotrope. Arrête d'essayer de shamer les gens en disant que leur corps est impur et inapte à la magie, qu'ils veulent boire de l'alcool ou fumer un petit quelque chose avant de faire de la magie. Tais-toi, petite pétasse. Je sais pas où vous vivez, mais en général, lorsque, je sais pas, enfin, on fait des choses mauvaises, on récolte des choses mauvaises par derrière, tu vois, on récolte ce que l'on sème en général. De mon expérience... Je peux témoigner que oui, quand on fait des choses mauvaises, on récolte des choses mauvaises. Ne pensez pas que vous êtes personne n'est à l'abri du invincible, voilà. Ne pensez pas que vous êtes invincible, genre en mode non mais moi genre j'ai des sorts, j'ai des techniques, j'ai des méthodes en gros pour que, imagine le triple choc en retour ne m'atteint pas, pour que le karma ne m'atteint pas, etc. J'ai une poupée de détournement.
Voilà, genre. Ce truc. C'est mignon d'essayer, mais clairement, your actions have consequences. Ces personnes à travailler avec leurs ancêtres, mais je pense que c'est quelque chose d'important dans la pratique magique. En fait, j'ai l'impression qu'on le fait pas beaucoup parce que les ancêtres, clairement, ce n'est pas instagrammable. C'est évident. Dans la sphère païenne et sorcière francophone, je vois... Il y a personne qui me vient à l'esprit qui travaille avec ses ancêtres. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus les gens qui sont dans des traditions de la diaspora africaine, genre vaudou, oudou, santeria, candomblé, lukumi, etc., qui travaillent avec leurs ancêtres. Alors que si t'es débutant et que tu veux commencer à travailler avec le monde des esprits, clairement, les esprits qui sont les plus proches de toi, ce sont tes ancêtres. Je veux dire, tu as leur sang, ils ont été là avant toi et surtout ils sont proches de nous parce qu'ils étaient humains, contrairement aux dieux ou quoi, jusqu'à preuve du contraire, et les anges et les démons ou quoi. Donc si tu veux commencer à pratiquer avec le monde des esprits, tu peux commencer à travailler avec eux. T'es pas obligé de aimer ta famille actuelle ou d'aimer tes grands-parents pour travailler avec tes ancêtres. Tu peux juste commencer par leur laisser un verre d'eau tous les matins sur un petit hôtel avec leurs photos, les honorer, les remercier, leur demander pour la guidance, la protection. C'est peut-être les origines malgaches qui ressortent, mais les ancêtres, c'est super important. Que du coup, ils étaient humains, ils comprennent le problème d'aujourd'hui et c'est... Aujourd'hui, c'est cool de dire ok, boomer, perso, je suis le premier à le dire, mais communique avec les ancêtres et demande-leur à eux qui ont marché sur cette terre avant toi, comment ils ont fait pour nous léguer le monde qu'ils nous ont légué pour justement dérégler les problèmes. Les ancêtres veulent nous aider. Ils ont eu des centaines de vies avant nous, donc... Alors qu'on soit bien d'accord, donc travailler avec ses vies antérieures, ça peut être très bien, ça peut être très enrichissant, très bénéfique, parce que du coup tu peux découvrir des choses en toi, de ta personnalité, des tocs, des traumatismes, des peurs, ou alors tout simplement des choses qui te paraissent familières ou quoi. Ça peut être vraiment bien pour mieux se connaître ou quoi, mais attention à ne pas oublier de vivre votre vie actuelle. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui justement m'ont dit qu'elles travaillaient avec leur vie antérieure ou alors même sur des posts ou quoi. Genre, mais en mode, il y avait que ça, tu vois, qui importait. Ils oubliaient complètement de vivre leur vie à eux. Mais cette vie, justement, avec laquelle ils travaillent, elle est finie. C'est celle-là qu'il faut vivre. Et si tu veux comprendre tes plus grands traumatismes ou quoi, c'est pas dans la mort d'avant qu'il faut voir, c'est dans ta vie de maintenant. Et si tu veux travailler avec tes vies antérieures, ok, mais il faut aussi que tu t'attendes à avoir des mauvaises surprises parce que c'est cool de se dire ah, dans une vie antérieure j'étais Cléopâtre, j'étais Marie-Antoinette ou je sais pas quoi. Ça c'est très populaire, les réincarnations de Marie-Antoinette et de Cléopâtre. Ah bon. Mais autrefois, il y avait des nazis, il y avait des suprémacistes blancs, il y avait le KKK, il y a eu plein de connards et de connasses autrefois, et peut-être que tu es une réincarnation d'un connard ou d'une connasse. Ah, ça veut pas forcément dire que t'es... Un connard ou une connasse Que aujourd'hui. tes anciennes incarnations étaient des personnes bien, tu vois. Mais Oui. bon, après... Aussi. C'est cool de se dire, ouais, je vais voir mes vies antérieures et tout, j'étais une sorcière volée sur le bûcher, trop en connexion avec la nature. Et si ça se trouve, dans une vie antérieure, tu étais... Une pierre. Hitler. On avait deux points différents. Hitler, Adolf Hitler ou quelqu'un comme ça, donc... faut y aller avec beaucoup de précautions avec tes vies antérieures et avant de connaître tes vies d'avant, essaye de connaître ta vie de maintenant. Ta vie de maintenant, quoi. Donc c'est très bien voilà, donc de travailler avec ça, mais n'y accordez pas non plus trop d'importance. Vous voyez, ça peut être après anxiogène aussi. Anxiogène et puis même toxique aussi pour vous-même, tout simplement. On sait que le monde est rempli de connards et de connasses. Mais il en a toujours été ainsi. Et parmi les gens qui sont morts avant nous, il y avait aussi des connards et des connasses, et peut-être même dans nos ancêtres. J'ai parfaitement conscience que mes ancêtres n'étaient pas tous des gens bien ou quoi, forcément. Enfin, après, c'est extrêmement relatif, mais il y a toujours eu des connards et des connasses, c'est probablement aussi parmi mes ancêtres. Alors oui, tes ancêtres ont très probablement la volonté de t'aider, mais c'était pas tous des saints, en fait. Faut pas idéaliser comme ça en mode si c'est ma famille c'est forcément que c'est bien, ils veulent forcément mon bien. Non. Non, parce que comme je l'ai dit autrefois, il y avait des nazis, il y avait des violeurs, des meurtriers, des tueurs de masse, des pédophiles, des colonisateurs. Donc
Mais ce sont quand même des expériences bonnes à prendre, ces vies-là, pour ton évolution personnelle. Alors, je te dis pas de reproduire les actions de tes ancêtres nazis ou colonisateurs ou quoi, mais prendre comme des leçons plutôt de choses à ne pas faire et comment ne les pas faire et comment les éviter et comprendre les traumatismes de tes ancêtres qui aient pu avoir ou débloquer peut-être des traumatismes familiaux actuels. Enfin, en tout cas, les séquelles que ça a pu laisser. Quand tu commences à travailler avec tes ancêtres, sache que c'était pas forcément tous des gens bien. Parenthèse, je parle de travailler avec les ancêtres. Dans ce contexte-là, je parlais essentiellement de tes ancêtres de ta famille, même si tu peux bien évidemment travailler avec tes ancêtres de cœur. Genre, l'expression est très kitsch, genre c'est très cuculapraline. Mais par exemple, je considère comme ancêtre à moi de mon cœur Joséphine Baker et Marsha P. Johnson et Martin Luther King ou quoi, mais pourtant ils n'étaient pas de ma famille. Voilà, après, je sais que eux, c'était pas des connards et des connasses. Ça, c'est une arnaque. Donc si tu vois ça en mode 150 € initiation à la Wicca, mensonge, charlatanisme, fuis ça. Parce que non, on ne vend pas les initiations quelconques, je veux dire que genre magie ou quoi, non, ça se vend pas. Ça ne se vend pas, donc ça suffit. L'initiation Wiccan est gratuite. Tout ce que tu vas devoir payer dans ton parcours dans la Wicca, c'est tes ingrédients et tes outils. Les gens qui te proposent des formations toutes faites avec un diplôme à la fin, surtout genre initiation au vaudou, initiation à... Je vous envoie tout en PDF. Hein. Putain, ça aussi, les initiations à distance. Genre, non, c'est... Si tu vois ça sur une page Facebook ou quoi, c'est très probablement du charlatanisme. Je suis très fâchée. Franchement, faites attention à ça. Hein. Ça en plus, ça, déjà de un que ça m'énerve, ça me fâche. En plus, c'est n'importe quoi, et puis surtout, c'est de l'arnaque, donc faites attention à ça. Hein. Juste après ce qu'on va dire. Juste après ce qu'on va dire. Mais vous allez comprendre, Dans l'univers, tout n'est qu'équilibre. Si tu veux prendre, il faut donner. Si tu veux de l'aide d'une entité, qu'elle te guide ou quoi, qu'elle te protège, cette entité, que ce soit une déesse, un ange ou quoi, il faut payer. Il faut rendre tout ce que tu prends. De toute façon, tout ce qu'on te donne dans cette vie, ce n'est que prêter. Parce que quand tu vas... tout va revenir à l'univers, hein, crois-moi. Et parfois, c'est vrai, quand on fait de la magie, on fait des rituels ou quoi, on ne voit pas forcément ce que l'on perd ou ce que l'on paye en échange de ce que l'on obtient. Mais on perd toujours quelque chose à chaque fois que l'on donne. Alors, je parle pas de payer avec son âme, avec son sang, des sacrifices ou quoi. Non, je parle juste d'abandonner quelque chose en retour. Quoi, le prix à payer pour avoir ce que tu veux, ça va être juste des efforts. Et du temps, bah forcément. Pour montrer en fait que tu es digne et en tout cas prêt à avoir ce que tu demandes. Parce que faire un rituel, ok, ça met l'univers en mouvement pour manifester auprès de toi et en toi ce que tu demandes. Mais si tu mets l'univers en mouvement pour qu'il mette quelque chose dans ta vie, il faut que tu donnes quelque chose pour compenser. Ah, il y a donner et recevoir, tu vois. C'est l'équilibre. À chaque fois que tu donnes, tu reçois. Bah, rien que dis merci, genre déjà aussi. Ouais, aussi la gratitude. Ah ouais, il y a trop de personnes qui oublient la gratitude, de remercier. Un minimum de politesse. Bande d'ingrats là, hein. Moi ça me fâche. Hein. Alors oui, il y a des choses qui sont déjà en toi et que tu peux développer grâce à la magie, que ce soit ton sens artistique ou des choses comme ça. Ça, tu vas le développer en toi-même avec de l'entraînement, des efforts ou quoi. T'as pas besoin de payer une entité pour qu'elle te donne le don de dessiner comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange ou quoi. Il existe des contrats avec des entités où tu vas vraiment donner quelque chose de physique et concret pour qu'en échange ils te donnent le savoir de la philosophie, des mathématiques, de l'astrologie ou quoi. Mais ça, ce sont des choses que tu peux cultiver par toi-même. Ouais. Oui, il est concerné, hein. Quoi, je parle pas que à vous, hein. Limité à 30 hashtags, hein, Instagram. Je dis ça, je dis rien. En fait, voilà, donc ce qui m'énerve, en fait, c'est les abus de hashtag. Ça regarde que moi, hein. Peut-être que ça se trouve, ça va énerver que moi, et pas vous, mais très bien, hein. Chacun son truc. Mais moi, ça m'énerve parce que, en fait, surtout que, encore à la limite que tu mettes des hashtags pour être trouvé, pour pouvoir trouver des choses, donc... c'est très bien, tu vois, quand tu mets ça. Par exemple, toi, je mets une photo de grenouille, tu mets hashtag frog, hashtag grenouille, comme ça, moi, tout le monde va voir que tu as mis une photo de grenouille, etc. Et c'est facile pour trouver tes photos de grenouille, on est d'accord. Mais, toujours sur cette photo de grenouille, je vais mettre ensuite hashtag witch of Instagram, hashtag witch partout. Alors que c'est juste une grenouille, on est d'accord que ces hashtags n'ont aucun rapport, ils sont hors sujet. C'est juste une grenouille, on est d'accord, hein. À la limite que tu mets, je sais pas, genre grenouille pour un rituel, je sais pas quoi, parce que je sais pas, la grenouille elle est morte ou quoi, tu vois ce que je veux dire.
Bon, très bien. Mais je veux dire, mais en fait, tous les hashtags en fait qui sont hors sujet. Pourquoi? Pourquoi? Genre, c'est comme si moi, genre, je sais pas, genre, je suis comme ça. Je fais un selfie comme ça, tu vois. Et là, genre, je sais pas, du coup, je mets hashtag arc-en-ciel, alors qu'on est d'accord, il n'y a pas d'arc-en-ciel, il n'y a rien du tout, tu vois. Je veux dire, genre, c'est chiant. En fait, c'est juste des hashtags pour être vu, pour avoir des j'aime, pour avoir des likes, pour, juste pour ça. Et c'est inutile. En plus, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, genre, d'avoir 20 000 j'aime sur ta photo? Enfin, Tu viens de le dire. être vu! Non, et vraiment, en fait, ça, c'est vraiment ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les sorcières sur les réseaux. Mais moi je sais que vraiment c'est un truc qui me fâche. Donc... Je suis tellement fâchée. Parce que je veux dire franchement après tu te perds aussi dans les hashtags. Voilà donc je sais que je vais me répéter mais voilà quand tu mets des hashtags donc, pour être retrouvé, parce que tu mets des trucs ou quoi, pour partager, tout simplement partager. C'est très bien moi-même je mets des hashtags tu vois genre quand je mets des trucs ou quoi. Genre je mets des hashtags witch et tout ça y a pas de problème. Mais quand tu mets des trucs qui a aucun rapport, des trucs hors sujet juste pour être vu, je veux bien que tu sois superficiel mais il faut pas non plus l'être trop. Dire ça parce que moi-même je suis balance et si tu l'as remarqué, j'aime la beauté. Publier constamment des mood boards ou juste des photos avec un joli filtre ou quoi sur ton Instagram ou ton Tumblr et te dire sorcière ou witch ou quoi, ça fait pas de toi une sorcière, je suis désolé. Je sais pas si on l'avait pas déjà dit dans les points précédents de la précédente vidéo, c'est très possible, de toute façon j'ai oublié. Ça suffit pas pour faire de toi une sorcière. Ça fait genre en fait donc le filtre sorcière tu vois. Comme ça en fait genre du coup tu mettais un fil comme ça et après hop il doit y avoir que des trucs witchy tu vois. Genre en gros dans ta chambre il faut qu'il y ait des ossements partout, des plantes partout, des pentagrammes partout. Ici, là et là. Genre des calices, des chaudrons, que genre le filtre witchy. Genre ta chambre c'est ça, là genre tout est... Alors que pas du tout je veux dire T'as non. oublié les cartes de tarot partout. Ah ouais excuse-moi les cartes de Des tarot cristaux partout. Ah puis alors les cristaux. Des bougies. Les bougies hein. Si t'as pas de bougie, t'es pas une sorcière. Ah ouais, surtout que c'est vrai que absolument toutes les pratiques, toute culture confondue, c'est qu'on utilise tous des bougies ou quoi. Hein. Et franchement, elle est... Moi je comprends pas, genre, l'esthétique à outrance comme ça fait que c'est énervant parce que... Mais ouais, du coup, c'est cool d'avoir une inspiration artistique, de pouvoir faire de belles photos. J'encourage Oui, c'est bien. ce style artistique, mais si tu as cette inspiration, au lieu de te contenter de juste te dire sorcière et de poster des photos sans avoir de réelle pratique derrière, utilise cette inspiration pour développer ta magie et ta pratique. Tu peux créer la beauté dans ton Instagram, tu peux créer la beauté dans ta magie et avoir une magie déjà. Une fois l'image de la sorcière à outrance qui poste des jolies photos, des moodboards avec la forêt en automne, des chaudrons, des cristaux, des tarots et des bougies avec un joli filtre marron sépia ou alors calandron ou je sais plus quoi. C'est très joli, je vais probablement liker ta photo mais une pratique magique derrière. Toi et moi, quand on poste des photos de rituel, déjà c'est avant ou après le rituel, jamais pendant le rituel tu vas voir nos téléphones sortis pour prendre une photo. Et encore, hein, il y a des aménagements. Hein. Oui. Genre, avant de prendre c'est... la photo, on aménage tout. Je veux dire, on met pas exactement ce qu'on va faire pour le rituel ou quoi. On aménage totalement, même les hôtels ou quoi, on va tout aménager. Ben, c'est juste que ce qu'on présente, c'est joli. Voilà. Du coup, on veut le partager. On le partage, mais après, vous ne savez rien du rituel qu'on fait vraiment. Vous ne savez rien de ce qu'on a ressenti, de la pratique qu'il y a derrière. Et certaines personnes, c'est juste, bah, c'est joli, mais il n'y a rien. Je suis tellement fâché de ça, genre vraiment je suis fâché, ça m'énerve. Genre en mode, il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube, des signes pour savoir si t'es une sorcière, je sais pas quoi. Alors déjà pour commencer, non, genre non. Mais vous inquiétez pas, vous savez quoi? Je vais faire une vidéo sur signe que vous êtes une sorcière. J'en faire une, comme ça va peut-être, je sais pas moi, remettre la gueule en place à certaines personnes. Le seul signe qui montre que t'es une sorcière, c'est que tu sois une sorcière. Voilà, c'est d'avoir en fait une pratique magique, en fait, de te pratiquer la sorcellerie, voilà. tu vois. Voilà. Clairement, si on devait définir la sorcière, c'est une personne qui pratique la sorcellerie. C'est tout ça, simplement, voilà, c'est ça une sorcière. Ça, franchement, c'est dommage. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la magie sexuelle, donc n'hésitez pas à aller la voir. Quand on parle de magie sexuelle, de toute façon, ouais. On parle pas de viol psychique, on parle pas d'envoyer un sort à quelqu'un pour la mettre dans ton lit et pour pouvoir baiser avec. C'est pas bien. Alors ça existe, hein. Ça existe. Mais Mais
Non, genre quand on parle de magie sexuelle, en fait, on parle d'incorporer sa sexualité Dans la pratique. dans la pratique magique, de se servir de rapports sexuels seul ou à plusieurs comme source d'énergie, ou alors de se servir de ce rapport sexuel comme un rituel. Clairement, aujourd'hui, à chaque fois que je le fais, c'est un rituel en soi, même si l'autre personne n'est pas forcément au courant. Parce que j'utilise la nouvelle énergie que l'on crée, tout ce qui monte et tout, pour ma magie. Donc, faut pas avoir peur de ça. Encore une fois, c'est un tabou de la société. Je veux dire, on est des sorcières, on est censé ne pas trop s'aligner avec la société. Donc, pourquoi avoir peur de la magie sexuelle? Surtout en plus que dans la magie sexuelle, du coup, tu crées tes propres ingrédients. Encore une fois, après, il faut être créatif ou quoi. Il faut faire les efforts, mais du coup, tu peux créer tes propres ingrédients. Et puis même parfois, ça peut être des étapes pour un rituel ou quoi. Peut-être que j'en parlerai dans une petite vidéo à l'avenir. Peut-être. J'en sais rien, on verra. Ça sert à rien d'en avoir peur. Quand quelqu'un parle de magie sexuelle, il parle pas forcément de viol psychique. C'est pas quelque chose de négatif de faire de la magie avec des rapports sexuels ou avec du sang ou des choses que la société te dit c'est pas bien, c'est satanique ou quoi. Des personnes qui n'ont aucune expérience, qui vont débuter sur quelque chose et qui du coup en fait ils vont vous partager un contenu qui est vide en fait, totalement vide. Ou est-ce que la plupart du temps ça a des vidéos en mode alors du coup genre je vais vous montrer donc cette papillote, alors je l'ai jamais mangée donc je sais pas quel goût ça a, mais cette papillote elle a été faite, je sais pas où c'est, et je sais pas en fait, voilà. Donc vous voyez ce genre de contenu vide comme ça. À la limite, imaginons que tu débutes ou quoi que ce soit et que d'un coup tu fais une vidéo ou alors peu importe ce que tu fais, en mode venez on fait tout ça ensemble, etc. Comme ça dans un mois je vais faire la suite de cette vidéo, ce post ou peu importe, avec tous vos retours. Dans ce cas, soit c'est très bien, tu vois, comme ça moi ça fait genre on évolue tous ensemble, je sais pas quoi, ça partage quelque chose d'intéressant, tu vois. Mais quand c'est juste t'as pas d'expérience et tu es là en mode ça, je sais pas, ça sert à quoi? Par exemple, parler de magie d'amour et pas pouvoir définir le concept d'amour personnellement, ça m'irrite un peu. Ouais, Donc c'est très mignon de vouloir partager son avis sur une question. T'as pas besoin de pouvoir faire une thèse universitaire sur un sujet pour pouvoir en parler, on s'entend, la preuve, nous-mêmes, nous sommes là. Mais je pense quand même qu'il faut pouvoir définir ce dont tu parles et donner un avis par rapport à tes expériences sur le sujet, pas juste quand t'as survolé le sujet, mais pouvoir donner tes expériences par rapport à ce que t'as fait avec ça, comment tu l'as vécu, pour pouvoir vraiment en parler. Surtout que par exemple, ne serait-ce que pour expliquer un sortilège ou un rituel, on est d'accord que si tu n'en as jamais fait, tu ne peux pas l'expliquer. Il y a des choses qui tu as besoin de le vivre, tu as besoin de vivre ces expériences pour pouvoir l'expliquer ensuite, et encore parfois même pas. Mais bon. Perso, j'adore parler de magie sur YouTube, tu le sais probablement si tu me suis, mais il y a plein de trucs que je sais pas et du coup j'en parlerai pas. Ou alors il y a des trucs que je sais pas assez, du coup je dis pas parce que j'ai pas envie de dire de conneries, même si ça m'est arrivé de dire des conneries. Dans les stéréotypes. Déjà, si tu lis les textes bibliques, livres sacrés des religions monothéistes, quoi, tu sais que les anges ont une sacrée tendance à foutre la merde. En gros, quand un ange vient sur Terre, à chaque fois il y a du drama qui suit et ou de la douleur. Ça n'a jamais apporté de choses totalement bonnes quand les anges étaient là, et les anges ont fait pour Dieu des choses très pas bien. Enfin pas bien. Ils ont fait du mal, quoi, genre, je sais pas, Sodome et Gomorrhe, les premiers-nés d'Égypte, j'en passe. À chaque fois qu'un ange est apparu à quelqu'un, ça a foutu la merde. Et c'est normal parce que les anges, bien qu'ils soient du côté de Dieu, tout ça, esprit de lumière, blablabla, c'est pas des entités totalement bonnes ou totalement mauvaises. Encore une fois, il y a encore cette notion de polyvalence. Même Dieu a... Genre, quand tu lis la Bible, déjà, Dieu a tué beaucoup plus de personnes que le diable, donc... C'est relatif, et dans des magies anciennes, type cabalistique, etc., grande opération, si tu sais, toi-même tu sais que les anges peuvent être appelés pour faire énormément de mal et détruire. Mais parce que les anges n'en ont rien à foutre en fait, ils font juste le travail qu'on leur donne. Peu importe s'il y a des gens qui sont blessés au passage, ils en ont rien à faire, ils sont pas nous, ils vivent pas au milieu de nous donc. C'est un peu comme des robots, quoi, tu vois, il fait sa tâche et peu importe. Ouais, il fait ce que tu lui demandes. Il y a des anges qui ont des émotions quand même. Chaque fois qu'un ange apparaît à un humain dans la Bible, il lui dit à un moment, enfin très souvent, la première chose qu'il lui dit c'est « n'aie pas peur ». Les documentaires à la télévision,
quand tu vois qu'ils parlent des sorcières, on voit très bien qu'ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Quoi. Ça dépend Genre, quel documentaire, j'ai envie de dire. Après, ça dépend. Il y en a voilà, après, il y en a qui sont très investis, qui ont vraiment été avec donc, des sorcières, des pratiquants de la sorcellerie. Et après, t'as d'autres qui vont uniquement parler, donc uniquement de féminisme, donc pas du tout de la sorcière, pas du tout de ça. Il y en a qui vont uniquement parler donc de la chasse aux sorcières, etc. Ou alors cette image des réseaux sociaux en mode la femme, uniquement le pouvoir féminin, ou alors uniquement comment améliorer sa vie, ou alors le coaching pour avoir une de meilleures Le développement vies. personnel. Voilà, le développement personnel, que des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire, souvent, l'image de la sorcière est réduite à un seul aspect d'elle-même, que ce soit la femme opprimée, ou alors le féminisme, ou alors la esthétique Sabrina American Horror Story, ou d'autres choses comme ça. Surtout qu'en plus, quand tu tapes une sorcière sur internet, alors donc tu as après des personnes genre comme nous là, donc des pratiquants de la sorcellerie. Tu as ensuite donc les personnes au groupe féministe. Tu vas avoir ensuite ou tout simplement les petits choses dégradantes, vous savez, les déguisements d'Halloween là d'origine antisémite. Voilà. Parce qu'encore une fois, il n'y a qu'à regarder dans l'histoire, hein, vous pouvez faire la recherche vous-même, pour en fait vous rendre compte que justement c'est de chapeaux pointus, des langues tenues noires comme ça, en fait c'est d'origine antisémite tout ça, hein, donc bon, après voilà. Juste ça m'énerve en fait. Du coup, le regard extérieur qui regarde du coup la sorcière, du coup ça inspire donc des réseaux, etc. Mais c'est une C'est mode, souvent ça, faux, c'est en fait une c'est mode. faux, genre c'est faux. Ou alors en mode justement, j'ai vu des articles en mode la sorcellerie est une mode. Vous voyez, rien que cette phrase, genre cet article, mais. Parce que c'est la vérité, la sorcière est à la mode, mais en fait, si on veut préserver l'authenticité de la sorcière, il faut que les pratiquants, on l'ouvre. Faut qu'on parle tout simplement que la sorcière, non, ce n'est pas que l'esthétique American Horror Story, Sabrina ou quoi. Non, la sorcière n'est pas une guirlande d'Halloween. Non, la sorcière n'est pas forcément une femme opprimée qui se bat contre le patriarcat et les oppressions systémiques. La sorcière peut être tout ça à la fois, mais elle n'est pas uniquement ça ou ça. La sorcière, c'est une personne qui pratique la sorcellerie. Vous savez à quel point c'est dangereux. Mon premier point d'ailleurs, c'était les huiles essentielles avec les plantes ou quoi, les gens qui ingèrent des trucs sans savoir ce que ça va vraiment faire sur eux. Quand tu as besoin d'un traitement médical, que ce soit un traitement médical genre de la rééducation, prise de médicaments, thérapie genre suivi psychologique ou quoi, la magie peut être un merveilleux accompagnement. La magie est un merveilleux accompagnement, en tout cas pour moi ça l'a été. Pour tout ce qui peut être médical, mais la magie ne remplace pas le médical, la magie ne devrait pas remplacer le médical. Il y a des moments dans ma vie où des membres de ma famille étaient extrêmement malades et j'étais désespéré, du coup j'ai fait de la magie pour eux, mais jamais je n'aurais placé tous mes espoirs sur la magie ou quoi. J'ai toujours placé le maximum des espoirs en fait sur les traitements médicaux, l'hôpital, les médecins, etc. Parce que c'est leur travail, ils ont fait des années d'études pour ça, ils savent ce qu'ils font. Donc ne remplace pas ton traitement médical, tes séances de rééducation, tes séances chez le psy ou quoi par de la magie. Parce que la magie, le corps est influencé par l'énergie et nos énergies sont influencées par l'état de notre corps, ok? Si ton corps ne va pas bien, tu peux bidouiller tes énergies de sorte à ce qu'elles circulent de manière à ce que ça régénère ton corps ou ça expulse le mal en toi, que ce soit une maladie ou quoi. Mais en complément de travail sur ton corps physique. Ou même ton environnement autour de toi. En fait, du coup, la magie, ça va parfois être un coup de pouce, en fait. Mais c'est un coup Par de pouce. exemple, malade, tu vas te lancer un sort de guérison, hop, du coup, tu vas pas avoir de docteur, tu prends pas de médicaments parce que tu as fait un sort de guérison. Non, ça marche pas comme ça. You dead. C'est pas ça. Moi, donc, j'étais pas bien, mais je connaissais pas la nature de mon mal. Et du coup, ça fait que ça durait un moment et je pouvais rien faire, en fait. Genre, je pouvais pas prendre de rendez-vous, quoi, parce que ça mettait 2 mois, etc. Genre, vraiment, c'était un problème de santé assez grave, j'ai envie de dire, et du coup ça fait que tu peux pas faire ça vite en fait. Et il fallait le faire vite, mais je pouvais pas le faire vite. Genre fallait 2 mois d'attente pour un rendez-vous, fallait ci, fallait ça, c'était vraiment le bordel. Et c'était comme ça aussi, hein, c'était coûteux. Et du coup ça fait que j'avais fait un sort de guérison pour ça. Alors ça m'a pas d'un coup soigné en mode ça m'a régénéré ou je sais pas quoi. Non, à la place, en fait au moment où j'ai fait ça, allez, dans la semaine que j'ai fait ça, d'un coup j'ai pu trouver directement le bon médecin qu'il fallait, j'ai pu trouver le bon traitement direct pour ça. Genre en gros, tous les trucs qui auraient pu mettre du temps en fait à se faire,
j'ai pu d'un coup tout avoir parce que j'en avais besoin maintenant. Et du coup, lorsque je fais mon sort de guérison, c'est pas pour me guérir, me régénérer, c'était pour que mon environnement autour de moi soit favorable à ma guérison. Vous comprenez? C'est pour aussi donc agir sur soi-même. Tu peux donc te soigner via la magie, etc. C'est peut-être un coup de pouce, mais tu peux aussi agir sur ton environnement, favoriser justement le fait de pouvoir guérir aussi. Ouais, souvent la magie de guérison ne va pas agir directement sur ton mal, mais justement Voilà, sur les choses qui vont permettre de résoudre ton mal. c'est ça. La magie, c'est un bon outil, mais c'est un outil délicat à manipuler et certaines maladies peuvent être très handicapantes, ce qui fait que bah, tu n'arriveras pas forcément à faire les démarches spirituelles nécessaires pour amener à ce genre d'action et ça peut te coûter beaucoup parce que la magie a toujours un prix, que ce soit le prix de l'énergie que tu vas mettre dedans. Si tu es vraiment mal, ne dépense pas ton énergie dans un sort de guérison, dépense plutôt ton énergie à trouver un traitement et tout, et si tu connais quelqu'un d'autre pour le faire, demande à quelqu'un d'autre de le faire. Ton énergie pour toi, pour guérir, genre, au lieu de l'envoyer quelque part dans l'univers et attendre que ça revienne sur toi. Remplacez jamais les traitements médicaux par la magie et prenez Du coup, soin j'espère de que vous. cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire là-dedans. Évidemment, donc des messages constructifs et dans le respect, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis, prenez grand soin de vous.